One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reichel und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jedem von euch helfen zu verstehen, wie Lützeburg wirklich nachhaltig kann gehen, für das Planet für uns alle gut durchgeht, aber wie wir auch alle gut können, dazu kontribuieren. Wir schwätzen heute Zukunftsvisionen. Et maintenant, je vais continuer en français, oui. Parce que mon invité de ce jour, c'est Jean-Baptiste Nivet. Et on va parler d'un sujet vraiment un fer chaud, comme on dit au luxembourgeois. En français aussi, je crois. Un peu moins, mais ouais, je comprends l'expression, c'est important. Les pensions. Mais avant de parler des pensions, je vais quand même vous présenter brièvement avec trois infos. Ouais. Et après, vous pouvez encore en ajouter une si vous croyez que c'est important pour les gens de savoir. Vous êtes économiste de formation avec des études à Poitiers et Bordeaux. Oui. Je crois 2 masters. C'est ça, oui, 2 masters différents. Et des masters différents. En économie, les 2, mais différents. Oui. Et vous êtes maintenant senior économiste chez la Fondation IDEA. Oui. Peut-être vous pouvez brièvement expliquer ce qui est IDEA pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, IDEA, c'est un think tank qui a été créé il y a maintenant 10 ans au Luxembourg, qui a été créé par la Chambre de commerce et qui a pour objectif, comme mission, de penser un avenir durable pour le Luxembourg. Donc on se retrouve avec le podcast d'aujourd'hui et qui repose notamment sur une équipe de 5 économistes aujourd'hui qui travaillent sur différents thèmes. On a beaucoup travaillé sur le logement, sur les questions d'aménagement du territoire, de finances publiques, de pensions, ce qui nous amène aujourd'hui. Et aujourd'hui, on s'intéresse aussi à l'environnement, à l'évolution du marché du travail au Luxembourg ou encore la diversification économique du pays. Merci. Et peut-être encore quelque chose d'additionnel. Vous avez créé une e-boutique dédiée aux produits de l'économie sociale et oui, c'est un projet qui malheureusement n'a pas aussi bien marché qu'Amazon, mais qui était un projet intéressant. J'ai une première GE en France où j'étais dans l'économie sociale et solidaire avant de venir au Luxembourg, donc notamment dans le monde des coopératives. Mais c'est un sujet qui vous intéresse, oui. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voulez ajouter? Peut-être juste préciser que mon parcours, donc moi j'étais en France d'abord, et je travaillais sur l'économie sociale et solidaire, et je suis arrivé au Luxembourg il y a maintenant 7 ans pour travailler ici, notamment à la Chambre de commerce. Donc je travaille sur des sujets liés à l'économie du pays depuis 7 ans. Alors, les pensions. Voilà. Pourquoi est-ce que dans un podcast sur la durabilité, on doit parler de pensions? Globalement, les pensions, c'est quel est le niveau de vie, comment est-ce que vont pouvoir partir après avoir vécu une vie professionnelle chargée des personnes pour profiter de leurs 20-25 dernières années de vie sans avoir à travailler et de la manière dont ils le souhaitent. C'est un énorme progrès social du XXe siècle qu'on a envie de voir perpétuer au XXIe et ensuite siècle. Et du coup, la question d'un avenir meilleur et durable, c'est de perpétuer ce progrès social qui existe dans toute l'Europe et qui notamment existe au Luxembourg. Et notamment au Luxembourg, si on regarde les 100 dernières années, parce que de ma connaissance, le système de pension date de 1911-12, un peu comme ça au Luxembourg, et il y a eu d'énormes progrès tout le temps. En fait, les conditions ne se sont jamais... À part peut-être la dernière réforme de 2012, qui est plutôt un peu une réforme pour protéger le système et du coup qui augmente un peu moins, valorise un peu moins le montant initial de la pension. Alors, quelle est votre vision pour le futur des pensions au Luxembourg? C'est une question très compliquée parce que dans les pensions, si on regarde en fait les discussions, c'est une discussion toujours du futur, non? Quand on parle des pensions, on ne parle presque jamais, peut-être les syndicats parlent des conditions de maintenant, mais pour le reste, on discute toujours des générations futures. Oui, on parle des générations futures pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est plutôt dans une dynamique de vieillissement de la population et du coup, on aurait de moins en moins de... si on part au même âge à la pension pour une même durée, voire une durée plus importante si l'espérance de vie augmente, ce qu'on espère tous pour le futur, on aurait un vieillissement de la population et donc possiblement de plus en plus de gens auxquels il faudrait distribuer des montants de pension, des prestations de pension et peut-être moins de personnes pour les financer.
on réfléchit beaucoup assez loin, puisque généralement les études prospectives sur la question vont jusqu'en 2070. 2070. Oui, en général c'est 2070, puisqu'on est sur en gros une génération de personnes qui arrivent sur le marché du travail jusqu'à ce qu'ils arrivent après à la pension et qu'ils aient quelques années de pension. Un futur meilleur pour les pensions, c'est déjà un futur de protection du système qu'on a et qu'on partage toujours aujourd'hui, auquel les Luxembourgeois, toutes les personnes qui sont au Luxembourg sont très attachées, mais aussi je pense dans l'Europe au général, on est très attaché à ce système de répartition dans l'Europe, on va dire, continentale. C'est aussi à mon sens un futur meilleur, qui se construit dès maintenant, c'est un futur qui se construit sur le dialogue, qui se construit sur le dialogue social, mais aussi sur le dialogue entre générations, pour arriver à, difficilement à des consensus, mais en tout cas arriver à faire progresser le débat sur toutes les questions d'équité. Qu'est-ce qui est équitable? En fait, c'est deux aspects. C'est qu'est-ce qui paraît équitable entre générations, qu'est-ce qui est équitable entre pensionnés, est-ce qu'il faut aller sur un système qui est un peu moins assurantiel, mais qui est un peu plus égalitaire, donc moins de différence entre la pension minimale et la pension maximale, par exemple. Est-ce qu'il faut aller à un système qui soit un peu moins généreux pour les pensionnés, mais qui ponctionne un peu moins, enlève un peu moins du revenu des actifs? C'est des questions qu'il faudra se poser. Et aussi, il y a une question politique dans le cadre d'une réforme et de l'ampleur d'une telle réforme, qui est une question un peu de gestion du risque d'une certaine manière, qui est de dire quel futur on espère et de voir par rapport à ça comment est-ce qu'on ajuste le système de pension régulièrement pour pouvoir avoir un système qui soit soutenable financièrement, parce qu'il faut parler d'équilibre financier par rapport à la soutenabilité des pensions. L'autre aspect, c'est des choix qui sont collectifs. On discute beaucoup aujourd'hui des éléments. S'il y a une réforme, est-ce que les pensions vont un peu baisser? Est-ce que les gens vont travailler un peu plus longtemps? Il y a des solutions collectives où on décide plutôt de dire on ne remet pas en cause l'âge de départ ou la durée de cotisation, mais on touche un peu moins, c'est un choix collectif. Et après, possiblement des choix flexibles, un peu plus individuels. Mais il y a énormément de questions, et la question de qu'est-ce qui est le futur meilleur pour les pensions, c'est aussi qu'est-ce que les personnes qui aujourd'hui vivent au Luxembourg et les différentes générations, qui soient à la retraite aujourd'hui ou qui soient encore en études, ils pensent qu'est le meilleur futur des pensions. Est-ce que c'est d'avoir une pension un peu plus aisée, mais d'avoir un revenu un peu plus faible quand on travaille? Est-ce que c'est de travailler un peu plus longtemps ou pas? C'est des choix collectifs à faire en fait. Et le choix meilleur pour le futur du Luxembourg, c'est aussi le choix qui vont être faits si jamais on fait une réforme aujourd'hui, et notamment au niveau de la consultation qui est organisée par la ministre de la Sécurité sociale et de la Santé, de voir quel est le choix aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent. Est-ce qu'un système de pension doit s'adapter régulièrement, ou est-ce qu'on peut vraiment avoir des prospections qui ont aussi une certaine durabilité? Il faut un peu des deux, mais on n'a pas vu aujourd'hui, je pense, dans l'histoire au Luxembourg ou même dans d'autres pays, une réforme des pensions qui tienne sur 50 ans. Donc quand on imagine à 2070 ce qui va se passer, ce qu'il faut se projeter, c'est pour éviter notamment d'avoir à un moment donné une rupture du système ou une sorte de vague qui emporterait, qui ferait qu'on mette en péril la soutenabilité du système de pension. Et donc on essaye d'anticiper à plusieurs décennies pour voir comment est-ce qu'on devrait ajuster les pensions pour éviter de se retrouver dans une grande difficulté. Mais ça ne veut pas dire qu'un système de pension doit être fixé en 2025 pour les 50 prochaines années. À la fois dans les grands équilibres, mais aussi dans des choses qui pourraient apparaître. On ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer. Globalement, aujourd'hui, je suis économiste, je travaille un peu sur ces questions. Je ne peux pas vous dire si on va pouvoir financer des pensions avec la même générosité, puisqu'on va robotiser le pays et l'intelligence artificielle va faire qu'on va avoir 4% de productivité en plus chaque année, ou si finalement l'intelligence artificielle, ça ne va pas énormément bouleverser les équilibres économiques et où le vieillissement va prendre le pas en fait sur ces transitions. Sans oublier, c'est un point qui est extrêmement important pour vous, c'est la transition écologique. Quels sont ses effets qui ont des effets aussi à court, moyen, long terme qu'on ne connaît pas exactement. Donc il y a énormément d'inconnus, ce qui fait que l'exercice de se projeter est très important pour avoir une sorte de responsabilité vis-à-vis des générations futures, mais une réforme qui serait mise en place aujourd'hui, c'est pas on arrête pendant 50 ans et le travail est fait, on n'a même plus besoin de ministre de la Sécurité sociale pour les prochains gouvernements. Mais l'insécurité, c'est quelque chose que le luxembourgeois n'aime pas trop. Il veut déjà savoir maintenant quelle va être sa pension
dans l'année 2100 pour mon cas. Ah, mais je pense que malheureusement, il va falloir vivre avec une certaine insécurité par rapport à ça. Mais c'est quand même un exercice, ce podcast, où on anticipe un futur plutôt optimiste. Et donc, on peut anticiper quand même qu'on arrive à avoir une manière de produire, une économie qui fonctionne suffisamment pour pouvoir financer des pensions plutôt généreuses et un départ en retraite qui est plutôt pas trop tard, qui permettent de profiter de cette vie-là. Je parlais de productivité, mais il y a aussi évidemment, par exemple, les progrès de la médecine. Si aujourd'hui, si en 2060, on a une capacité physique, une énergie, une forme à 70 ans qui est la même qu'aujourd'hui à 50 ans, alors les gens pourront travailler s'ils le souhaitent, on pourra avoir un âge de la retraite qui sera plus élevé. Si on a un progrès de la médecine qui est plus ou moins équivalent, un départ en retraite à des âges à 60, 62 ans sont plutôt plus réalistes, quoi. Donc on a énormément d'inconnus quand même par rapport à tout ça, mais on a des réalités économiques, on a des choses dont on le sait, c'est-à-dire qu'on sait le nombre de pensionnés futurs, puisque c'est les actifs d'aujourd'hui. Oui. Donc on sait quels seront plus ou moins le nombre de pensionnés en 2035, puisqu'on a déjà les personnes qui travaillent aujourd'hui. Mais on ne sait jamais combien d'années ils vont toucher la pension. On part du principe que l'espérance de vie, il y a une certaine inertie aussi, ça a tendance à augmenter, mais on n'a pas d'un coup 3 ans d'espérance de vie en moins ou 3 ans en plus, à part des cas comme le Covid, mais bon, c'est un peu les signes noirs. On a certaines, et l'autre réalité, c'est qu'on a le système en tant que tel, hors la réserve qu'on accumule et qui est très importante pour protéger le système. On a un fin de l'équilibre budgétaire normalement qui est annoncé pour 2027-2028 et donc qui d'ailleurs provoque des mécanismes automatiques qui ont été mis en 2012 qui réduisent un peu les pensions déjà et qui amène à voir qui pose la question de la soutenabilité du système dans tous ces éléments actuels, de modifier certains éléments pour repousser un peu la fin d'un équilibre budgétaire du système des pensions luxembourgeois. Mais le système actuel, est-ce qu'il reproduit des injustices ou est-ce qu'il est vraiment égalitaire ? Sur cette question-là, du coup, j'ai rédigé un blog sur la pauvreté des seniors et sur les pensions. On a aujourd'hui, alors c'est un peu technique, mais les inégalités, alors on utilise un indicateur un peu précis qui mesure la différence de niveau de vie entre les personnes qui sont plutôt dans les plus riches, dans les 20% les plus riches et dans les 20% les plus modestes. Si on prend juste les personnes entre elles de plus de 65 ans, donc juste cette cohorte de population, ils ont des inégalités qui sont un tout petit peu plus faibles que les personnes qui sont actives, donc les personnes de moins de 65 ans entre eux. On voit qu'au niveau européen, il y a une petite baisse. On a quand même plutôt tendance à réduire un peu les inégalités une fois que les personnes arrivent en pension. La réforme qui a été faite en 2012 des pensions, elle a tendance à réduire un peu ces inégalités au niveau entre pension minimale et maximale, puisqu'il modifie un peu les taux. Et notre fondation, donc notre think tank IDEA, avait proposé une réforme un peu globale de tout en 2018, qui évidemment va évoluer un peu par rapport aux éléments de 2024-2025, et proposer d'accentuer un peu ce qui a été fait en 2012, donc de plutôt réduire les pensions plus élevées tout en protégeant les pensions plus basses, donc on serait sur une limitation un peu des inégalités. Mais après, les inégalités de revenus entre les personnes qui ont plus de 65 ans, elles ne se jouent pas que sur les pensions. On peut aussi avoir d'autres revenus tels que le patrimoine ou d'autres éléments. Donc ce n'est pas le seul élément qui fait les inégalités, les pensions, mais évidemment, la principale modification, c'est quand même le principal revenu des personnes de plus de 65 ans, c'est les pensions. Donc les différences entre les situations des personnes par rapport à ça sont ce qui fait l'essentiel des inégalités. Mais on a, juste pour finir sur ce point, réduire les inégalités, c'est réduire un peu la logique assurantielle du système, qui est la logique du système de pension luxembourgeois tel qu'il a été créé, ce qu'on appelle le régime bismarckien. Et du coup, c'est tout un équilibre, une question, et c'est pour ça que je parle beaucoup de la notion d'équité, pas forcément d'égalité, de dire quelle est l'équité entre la différence entre ce que touchent les personnes au niveau maximal et minimal au niveau des pensions, mais aussi
à quel point c'est juste par rapport à ce que les personnes ont cotisé, à la fois par rapport au niveau de revenus qu'ils avaient, donc combien ils ont cotisé par rapport à leur salaire, mais aussi combien est-ce qu'ils ont cotisé en termes de durée ou ce genre d'éléments. Donc c'est tout des équilibres à réfléchir, et le système des pensions, s'il y a une réforme des pensions, c'est pas un débat global, mais c'est aussi plein de débats dans le débat sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est soutenable, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est équitable. Parce que ce que moi je vois, c'est quand même que aujourd'hui, personne n'est stéréotype de sa carrière. Il n'y a plus de... il y a plein de carrières différentes. Le Luxembourg et il y a beaucoup de gens qui travaillent seulement pendant 10 années au Luxembourg, qui le quittent après déjà de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui font une transition entre le secteur privé et public. Il n'y a pas seulement des carrières uniques. Oui, et il y a une sorte de dichotomie par rapport à ça qui est un peu sur ces questions-là, qui est que on a un système assurantiel de pension qui va concerner des personnes qui sont ou pas dans le pays. Et par rapport à ça, il y a un élément qui est un peu intéressant, c'est qu'on évoque beaucoup la pension des frontaliers. Mais dans les pensions qui vont en dehors du pays, on en a aussi dans d'autres pays en Europe, au Portugal, en Italie, en Espagne. Et en fait, il n'y a pas que les pensions des frontaliers qui ne restent pas forcément dans le pays. On peut avoir plein de parcours de vie différents, atypiques, comme vous dites. On a le système des pensions qui est assurantiel, donc qui dépend des personnes. Et quand on travaille 10 ans, on a le droit à une part de pension luxembourgeoise. Et on a la réflexion plutôt sur la protection des personnes, la cohésion sociale, la lutte contre les exclusions sociales, qui se fait essentiellement sur les personnes qui habitent au Luxembourg. Et donc, il y a deux réflexions qui sont différentes. Et il y en a une partie de cette réflexion qui passe par les pensions, une partie qui peut passer par d'autres éléments de réflexion sur la protection des personnes. Mais là, je vais revenir aussi sur votre question sur les parcours atypiques. Il y a cette notion d'équité qui se pose. On a un système aujourd'hui luxembourgeois qui est quand même déjà assez progressiste en fait sur ces questions-là, puisqu'il protège les personnes notamment lorsqu'ils ont la charge des enfants ou des personnes qui sont en recherche d'emploi, pendant qu'ils sont indemnisés, ça fait partie des durées de cotisation. On a quelque chose qui aujourd'hui est dans le débat, mais qui est les années d'études, où on peut aussi poser la question de l'équité entre d'un côté quelque chose qui est favorable, qui est intéressant et qui est plutôt aussi un élément de compétitivité pour attirer des personnes qui viendraient travailler au Luxembourg, le fait d'avoir les années d'études qui peuvent durer dans les durées de cotisation, et d'autre côté, que du coup, est-ce que c'est totalement équitable vis-à-vis de personnes qui ont commencé à cotiser plus jeunes et qui n'ont pas fait d'études. On a cette notion d'équité, on a cette notion de flexibilité. Comment est-ce qu'on a un système qui soit collectivement juste et qui fonctionne au global, mais qui permette aux personnes qui veulent travailler un peu plus longtemps ou qui ont des changements de vie de s'inscrire par rapport à tout ça. Et c'est une question de débat politique, c'est une question de choix, et c'est aussi une question, là je vais revenir un peu sur mon métier, c'est aussi une question, je pense, d'économie et d'expertise, c'est-à-dire que il faut faire des études, il faut faire des études théoriques de cas, il faut faire des études sur le terrain, il faut se rendre compte de qu'est-ce que c'est que la vie des gens par rapport à ça, et comment est-ce que le système il aboutit à un niveau de vie pour ces personnes ou à une carrière, pour voir comment est-ce qu'on va corriger dans le futur, comment est-ce qu'on va faire évoluer ce système pour qu'il soit non seulement plus soutenable sur le plan financier, mais aussi qu'il soit plus juste, et pas forcément en termes de justice, même qu'il réponde aux besoins des personnes et de leur parcours de vie. Quelles réformes structurelles seraient nécessaires pour rendre le système de pension plus résilient et moins dépendant d'une croissance économique continue, notamment dans un contexte de vieillissement de la population? C'est une question très très large et il y a beaucoup de réponses. La première chose, donc j'ai dit que l'IDEA avait proposé une réforme en 2018. Aujourd'hui, moi je ne viens pas vous voir avec une réforme clé en main qu'il faut faire. Et IDEA se situe un peu dans la même logique que ce qui se fait au niveau du gouvernement, c'est-à-dire qu'on est sur une logique par étapes. Donc on est déjà aujourd'hui à travailler sur la viabilité du système, est-ce qu'il faut une réforme, est-ce qu'il ne faut pas une réforme. On est plutôt dans le sens qu'il faille une réforme pour deux raisons. Déjà, le vieillissement et la difficulté, l'essayer d'avoir des hypothèses plutôt réalistes en termes de croissance et de démographique et économique qui permettent au système d'être soutenable. Et deuxièmement, parce qu'on voit que on a fait des études sur si on fait une réforme, à quel moment et quels sont les effets. Et si on fera une réforme qui sera assez tardive, notamment lorsque la réserve sera un peu en dessous du minimal légal, on peut se retrouver à avoir une vraie baisse des pensions qui sera beaucoup plus
importantes pour les personnes à ce moment-là. Et donc, on est plutôt sur le fait d'anticiper une réforme. Sur la réforme structurelle, il y a différents éléments possibles. Il y a évidemment mes deux grands aspects qui permettent de faire des économies ou de rétablir le système. Le premier, c'est le montant de la pension. Et là encore, je vais rediviser en deux aspects, mais qui sont très importants en termes d'équité et en termes de choix qui seront faits. Il y a le montant de la pension initiale. Et c'est ce qui est fait par la réforme de 2012. Il y a une réforme très graduelle, en fait. Donc les pensions, les personnes ne voient pas des pensions qui sont plus basses que ce qu'ils avaient le mois d'avant. Mais là, on modifie le montant initial de la pension et ça ne touche pas les personnes qui sont déjà en pension. Et donc, on a un système qui fait que la pension en 2022 est un peu plus faible pour quelqu'un qui arrive à la pension que ce qui serait en 2022 si on n'avait pas fait la réforme de 2012. Et il y a l'autre aspect qui est l'ajustement des pensions. Ce qui est le fait que le montant de la pension, on l'augmente régulièrement au Luxembourg. On l'augmente de deux façons. La première, c'est l'indexation que tout le monde connaît dans le pays, donc c'est l'indexation au prix. Et la deuxième, c'est qu'on l'indexe aussi si les salaires réels des personnes augmente. Et ça, c'est un décalage qui est souvent 1 ou 2 ans après. Ce double ajustement, il permet donc aux pensions d'augmenter tout le temps et il touche tous les pensionnés. Donc si on touche un peu à cet ajustement, il va baisser les pensions, même des personnes qui aujourd'hui ont 70, 75 ans. C'est les deux manières, on va dire, de baisser un peu le montant des pensions. Et comme je dis, ce n'est pas une baisse d'un coup, quelqu'un va avoir le montant de la pension de mars 2025 qui soit plus bas que celui de février 2025. Mais c'est plutôt, il y aura une augmentation moindre que ce qu'il y aurait eu si on n'avait pas diminué un peu cet ajustement. Mais cet ajustement, il y a des mécanismes qui, de toute façon, normalement, vont le limiter à partir du moment où l'équilibre budgétaire n'est plus. C'est la réforme de 2012. Donc ça, c'est toute la partie sur le montant de la pension. Et il y a la partie plutôt sur l'âge de la retraite, faire travailler les personnes plus longtemps. Et ça, c'est des questions de choix de vie. Au niveau d'idéal, ce qui avait été proposé en 2018, c'est de ne pas modifier tout ce qui est durée de cotisation, âge de départ à la retraite, et de plutôt jouer un peu plus sur les montants. Mais c'est à la fois un débat collectif à avoir et le fait de mettre en place des éléments flexibles où si des personnes veulent travailler plus longtemps pour avoir un peu plus de pension, elles peuvent. Si des personnes veulent partir un peu plus tôt et avoir un peu moins, elles le peuvent aussi. Der kritische Geest. Certaines réformes envisagées pourraient inclure l'augmentation de l'âge de départ à la retraite ou la baisse des prestations. Ne risquons-nous pas de pénaliser les travailleurs manuels ou ceux qui ont des carrières plus pénibles en cherchant uniquement à maintenir l'équilibre financier du système? Donc on revient un peu sur les deux éléments que je viens d'évoquer avant, sur la pension et qu'est-ce qui est décidé. Il y a deux effets très différents. Sur le montant des pensions, donc soit on a un ajustement global, soit on a un ajustement un peu plus social dans lequel on protège plutôt les pensions minimales. Et du coup, par rapport aux travailleurs manuels, on va dire sur peut-être des revenus un peu plus faibles, on peut avoir un système qui protège plutôt leur pouvoir d'achat à partir du moment où on est plutôt sur un écrémage des pensions un peu plus élevées dans le fait d'une certaines baisses, et quand je dis c'est toujours une baisse relative, mais du montant des pensions par rapport à un système qui serait inchangé. Toujours pour avoir cette question de maintien de l'équilibre financier et de protection, soutenabilité du système sur le plan financier. Mais la soutenabilité, elle se pose aussi sur le plan social, évidemment. Au niveau du recul de l'âge de départ en retraite, on a la réforme globale, on va dire, si jamais on le faisait, si jamais on allait vers ça, mais vraiment, je ne suis pas convaincu, à mon sens, que ce soit forcément vers ça qu'on va s'orienter. Et en tout cas, il n'y a pas de décision du tout prise sur cet élément-là. Il y a des éléments qu'on peut inclure qui peuvent protéger des personnes par rapport à leur parcours professionnel et notamment la pénibilité ou la dangerosité de leur métier. C'est des réflexions qu'il y a eu en France, en Belgique, sur des critères de pénibilité. Ça peut jouer à la fois sur la durée de cotisation ou sur le montant de la pension. Je peux donner un peu comment ça pourrait fonctionner sans donner les chiffres précis qui seraient les bons chiffres, mais on pourrait dire que quelqu'un qui travaille 1 an par exemple de nuit, donc ce n'est pas les questions du travail manuel, mais qui travaille de nuit, donc a des conditions de travail un peu plus compliquées parce qu'il travaille de nuit, pourrait avoir à cotiser à la place de 40 ans
une année, ça pourrait être 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois de cotisation en moins à faire. Ce qui fait qu'on arrive à la fin à ce que la durée de cotisation de 40 ans, elle devienne plus que 38, puisque cette personne elle aura travaillé sur ces 38 ans dans des conditions de pénibilité qui font que c'est normal qu'il ait besoin de travailler 2 ans de moins. Donc il y a des éléments par rapport à ça. On a l'exemple, voilà, si je donne l'exemple en France, à l'époque, les chauffeurs, les conducteurs SNCF, puisqu'ils s'occupaient ils avaient un métier qui était très physique, avec le charbon, ils avaient des avantages. Donc historiquement, il y a eu des choses en fait par rapport à des métiers. La question peut-être, c'est d'arriver de sortir de la logique tel métier a tel avantage et des régimes spéciaux, mais d'avoir plutôt un système universel qui prennent en compte tous les cas avec des systèmes. Il y a des systèmes parfois plutôt à points, mais là, je donnais un système en semaine. C'est voilà, d'arriver à ça. Mais en tout cas, malheureusement, c'est des questions qui sont très compliquées, notamment en termes d'équité, de juger chacun qu'est-ce qui permet de pouvoir cotiser un peu moins. Mais c'est des questions qui doivent rentrer dans le débat à un moment donné, pas dans les grands équilibres de la réforme, mais dans les détails de la réforme. Et c'est pour ça que la réforme, c'est un débat qui, à mon sens, alors on est déjà sur dire est-ce qu'il faut faire une réforme, et après les éléments de la réforme, c'est un débat qui va pouvoir prendre du temps, et c'est bien qu'on ait un peu de temps, puisque l'équilibre financier, il s'arrête en 2027-2028, mais qui, dans les détails, va prendre du temps, et qui nécessite ce temps, et qui nécessite le dialogue. Fakten, Fakten, Fakten. Le chiffre clé. Alors le chiffre clé, ce serait 7 sur 10, ou plus exactement 7,2 sur 10. Ça ressemble un peu à une note de collège, mais en fait, c'est le nombre de pensionnés sur le nombre de personnes qui cotisent, qui sont des actifs qui cotisent. Donc c'est le nombre qu'il y aurait en 2050. Aujourd'hui, donc le dernier chiffre de l'inspection générale de la sécurité sociale, elle donne 4,2 actifs qui cotisent. Elle donne 4,2 pensionnés pour 10 personnes qui cotisent. Et du fait du vieillissement de la population et d'une moindre croissance démographique et économique au Luxembourg qu'avant, on va avoir une augmentation du nombre de pensionnés par actif cotisant. Donc on estime à un peu plus de 7 d'ici 2050, et si on poursuit après en 2060-2070, ça continue à augmenter jusqu'à avoir autant de personnes qui cotisent que de gens qui sont en pension. Et malheureusement, ce chiffre dit qu'à moins d'une énorme augmentation, amélioration de la productivité, ça va être compliqué de maintenir les équilibres exacts du système actuel avec un nombre de pensionnés qui ne cesse d'augmenter par rapport au nombre de cotisants. C'est-à-dire que vous utilisez ce chiffre quand même un peu de façon alarmante. Oui, je l'évoque surtout pour des questions de revenir un peu d'être un peu sur la réalité des mouvements démographique, de la transition. En fait, on parle beaucoup de la transition écologique et de la transition digitale. Il y a une troisième transition qui est peut-être la plus importante des trois, qui est la transition en âge, qui est le vieillissement. Et l'effet du vieillissement que subit beaucoup de pays d'Europe, mais aussi le Japon, la Chine, fait que se pose la question de la réforme des pensions. De manière un peu anecdotique, on a parfois des pays en développement, qui ont des âges de départ en retraite qui sont bien avant 60 ans, qui sont dans la cinquantaine, la Turquie, des pays comme ça. C'est parce que c'est des pays qui ont eu beaucoup de natalité souvent, et donc des croissances démographiques assez élevées, donc la possibilité de payer, et une espérance de vie un peu plus faible, donc la possibilité de payer des retraites à des personnes qui partent relativement bas en âge à la retraite. Malheureusement, le fait qu'on augmente le vieillissement, qu'il y ait de plus en plus de personnes plus âgées par rapport aux personnes en âge de travailler, pose la question d'une réforme un peu structurelle des pensions. Top flop. Quelle information erronée largement répandue sur votre sujet ne voulez-vous plus entendre? Alors, ce n'est pas une information, mais c'est un peu une pensée très pessimiste de dire que le système des pensions pourrait disparaître, que le système de répartition qu'on a créé, en fait, ce serait une sorte d'épiphénomène de l'histoire, et que pendant quelques décennies, on aurait eu ce système. C'est-à-dire, si je peux répondre, oui. Je connais des jeunes ou des gens de mon âge qui se disent de toute façon, je ne vais pas toucher les pensions, je ne crois pas plus dans le système, un peu un nihilisme, un pessimisme. Oui. Vous ne croyez pas que c'est justifié? Non, je pense qu'on aura au Luxembourg et même en Europe toujours une économie basée sur des actifs qui créeront suffisamment de valeur pour pouvoir avoir un bon niveau de vie et aussi cotiser pour que les personnes qui ont cotisé avant et qui sont à la pension et qui sont moins en âge de travailler
puissent aussi avoir un niveau de vie qui est convenable. Peut-être que la générosité du système va un peu baisser, peut-être que d'ici 10, 20, 30 ans, on prendra des décisions de réforme qui feront que les gens travaillent un peu plus longtemps. Peut-être qu'il y aura un peu plus de capitalisation puisqu'il y a besoin de capitaux pour l'économie européenne et c'est un peu l'actualité, on sort un peu du sujet des pensions mais du rapport Draghi qui fait qu'on doit travailler sur notre compétitivité en Europe. Mais ce système par répartition, ce premier pilier auquel les Luxembourgeois sont attachés, auquel moi qui viens de France, je suis très attaché. C'est le même système global en France, pas dans les détails, mais au global, dans cette philosophie. C'est un système qu'on doit protéger et c'est un système qui, à mon avis, perdurera parce que c'est un système qui est efficient, qui est solidaire et qui est un progrès social. Pour finir un peu, je sors aussi un peu du sujet, mais on a beaucoup discuté maintenant des finances de la pension. Mais ce qu'on voit aussi au Luxembourg, quand même, qu'il y a un niveau croissant de problèmes de santé mentale pour les gens âgés. Il y a une solitude énorme où on se pose la question, est-ce que c'est plus important de garder un système de pension très généreux où il y a beaucoup de gens qui touchent quand même des pensions assez élevées, mais qui ont une solitude qui ne peut pas être cachée par un niveau de vie élevé. Oui. Par rapport à ça, il y a des questions de choix de vie individuels. Donc chacun doit pouvoir effectuer des choix de vie qui le rend heureux. Et peut-être que par rapport à ce que vous évoquez, ce n'est pas toujours les choix de vie évidents qu'on a qui sont la meilleure solution pour être heureux. Je sors un peu de mon rôle d'économiste, hein, mais on voit qu'il y a des personnes qui veulent travailler un peu plus longtemps et ce qui le rendrait heureux. Donc c'est aussi une solution de permettre, de faciliter des personnes qui voudraient travailler un peu plus longtemps. Ce n'est pas la majorité, hein, clairement, c'est plutôt une marginalité. Mais on a eu l'exemple aussi dans des systèmes différents, un peu moins de temps, mais peut-être moins de jours par semaine, aussi dans un statut différent. Nous, on évoque la question de la... Il y a plusieurs éléments. Nous, on évoque la question de la possibilité d'une retraite partielle plus facilement, donc pour que les personnes de dernières années travaillent un peu moins. Sur ces questions-là, il y a aussi le point de vue des entreprises, souvent, hein, ou de la fonction publique, qui met à la retraite les gens, alors qu'il y a des gens qui voudraient aussi contribuer. On a aussi la possibilité de contribuer de manière bénévole ou faire appel aux anciens. Nous, on a au niveau d'IDEAN, on peut avoir au niveau de notre conseil scientifique, le conseil d'administration, des personnes qui aujourd'hui sont à la pension et qui ont accumulé un énorme savoir, qui connaissent énormément le pays et qui nous challenge dans nos études économiques. C'est très important. Aussi, on a aussi tout ce qui est l'aspect innovation sociale. C'est des choses qui sont un peu balbutiantes, qui se développent, mais des résidences où on a des étudiants et des personnes plus âgées. Enfin, on a énormément de solutions qui peuvent être proposées sur cette question-là du mieux vivre. Et évidemment, on parle des pensions aujourd'hui, il y a un autre grand chantier qui est la santé et la dépendance. Et avec le vieillissement, c'est une question qui va se poser de plus en plus. Et c'est un autre débat qui est peut-être à venir, peut-être pas tout de suite, mais qui sera sur l'amélioration des conditions de tout ce qui est dépendance. Ça repose aussi un peu traditionnellement sur cette question sur le côté intergénérationnel. Alors ça peut être plus dans le domaine public ou plus dans la famille, la tradition de solidarité intergénérationnelle, et de voir aussi comment est-ce qu'on peut aider mieux. Et si on est sur la dépendance, on a la question des personnes qui sont aidantes ou qui accueillent leurs parents chez eux. Donc c'est tout un tas de questions qui évidemment ne sont pas que le pouvoir d'achat des pensionnés, qui est le grand débat d'aujourd'hui, mais qui vont se poser. Et la cohésion sociale et la lutte contre les exclusions sociales au niveau des personnes âgées, c'est en tout cas un débat à venir. Et là encore, l'idée c'est d'avoir un avenir meilleur pour que les gens soient heureux tout au long de leur vie. Absolument. Merci. Pour finir, maintenant, quel peut être le premier pas en avant pour réussir à votre vision du futur ? Voilà, comme je dis, moi j'ai plutôt apporté un avis un peu d'économiste, d'expert par rapport à toute cette question, mais au final c'est des questions qui sont politiques et la politique c'est le dialogue. Je pense que le premier pas en avant c'est d'essayer de dialoguer à tous les niveaux sur ces questions. C'est des questions qui sont à la fois des questions politiques, donc c'est le dialogue social, donc entre les syndicats, le patronat et le gouvernement, d'essayer d'arriver à des solutions qui pérennisent le système, à peut-être
pas forcément une vision équivalente sur les choses évidemment, mais d'essayer de se rapprocher peut-être un peu la vision prospective de ce que sera le Luxembourg dans les prochaines années et qu'est-ce qu'on veut qu'il soit et quel équilibre des pensions on peut avoir financièrement par rapport à ça et aussi qu'est-ce qui est équitable, qu'est-ce qui est juste entre les pensionnés, entre les différentes générations. Et c'est aussi un dialogue, et c'est un débat à avoir, je pense, dans tout le pays. Et voilà, c'est un peu comme la transition écologique, je dirais, c'est un peu un débat à avoir entre les grands-parents et les petits-enfants. Donc je pense que sans dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans la réforme, on est dans le temps de la consultation, dans le temps des débats. Mais vous considérez cette consultation aussi comme nécessaire et comme bien pour la société, d'avoir cette discussion. Oui, et surtout de l'avoir en 2 temps aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, normalement, il y a des gens qui sont un peu dans un mode sprint, c'est-à-dire qui proposent déjà qu'est-ce qu'on va mettre dans la réforme des pensions. Mais c'est une question de marathon, c'est quelque chose qui va prendre du temps. On est dans un premier temps sur qu'est-ce que notre système est viable ou pas et est-ce qu'il faut le réformer et un peu dans quel sens. Et après, il va y avoir beaucoup d'échanges, de débats sur si on fait une réforme pour préserver financièrement le système, vers quoi est-ce qu'on souhaite aller. Et prendre le temps du dialogue, c'est essentiel pour que si jamais il y a une réforme qui est faite, par exemple en 2026, pour que les gens ne se sentent pas frustrés ou que les gens se sentent qu'ils ont pu contribuer et qu'on a avancé à quelque chose. On était à un point au départ où, mettons qu'on annonce une réforme là en milieu d'année 2025, et que les premiers éléments du débat, que la réforme finale qui soit faite, les gens sont plus satisfaits que ce qu'on avait au départ dans les réformes de débat, à tous les niveaux. Merci beaucoup pour la discussion. Merci auch erst für die Nullaufströme. Das war der Podcast One Planet 20 Futures von Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Heute habe ich geschwätzt mit Jean-Baptiste Nivet über Pensionen. Ich resümiere kurz das Gespräch auf Lützeburg. Wir haben geschwätzt, dass der Herr Nivet meint, dass das Pensionssystem sich permanent muss adaptieren und dass das gut ist für das System, mit dass die Basis von diesem Pensionssystem durchaus gut ist und dass die Valeuren dafür auch da sind. Es braucht eine gewisse Croissance und es muss am Dialog darüber bleiben, wie er reformiert. Und natürlich muss noch über eine Frage schwätzen, wie man mit allen Leuten umgehen, was eigentlich auch Ziel ist von einer Pension, wie auch valorisiert die Individualität von den Parcours de vie, dass ich sich auch um alle Leute kümmern, dass ich mich um Kinder kümmern, dass ich noch kein Anisch zur Gesellschaft beitragen und dass ich muss die richtigen Equiliber finden zwischen einem System am globalen und eben der Individualisierung der verschiedenen Parcours am Leben. Ich sage euch vielmals merci für die Nullaufströme. Vergiss nicht, euch zu abonnieren auf den Podcast-Plattformen und habt Lust, euch doch kommentieren. Schwätzt kontrovers mit euren Kollegen, euren Freunden, eurer Familie über diesen Podcast und teilt euch, wenn es hilft. Merci für die Nullaufströme und denkt dran, One Planet, 20 Futures, Zukunft, also lo.